psychose totale à travers le monde, un seul mot au bout des lèvres, coronavirus ou encore Covid-19. Dans PIB d'aujourd'hui, nous allons survoler l'impact économique que cette épidémie a sur le continent. Et sur ce, nous sommes en direct avec Adama Wade, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour Adama. Bonjour Dominique. Merci d'être avec nous pour ensemble survoler l'impact que le coronavirus a sur le continent économiquement parlant. Et donc, pour la petite histoire, le virus a été découvert pour la première fois en Chine en fin 2019 et en Afrique, le premier cas a été enregistré le 28 février dernier. Et depuis, la Commission économique pour l'Afrique estime des milliards de pertes en Afrique en raison de l'impact du Covid-19. Alors donc, en parlant de l'impact, nous allons aborder la zone CEMAC où on parle de la chute du cours du pétrole, Adama. Oui, tout à fait. Vous savez, la zone CEMAC, alors il y a un paradoxe. D'abord, elle ne compte que 10 cas. C'est l'une des zones les moins touchées au monde. Mais de l'autre côté, c'est une zone extrêmement fragilisée du point de vue économique parce qu'en plus du Covid-19 et de toutes les réactions désastreuses sur l'économie qui ont été vues ces derniers jours, il y a aussi la chute du pétrole parce que la pandémie intervient alors que l'OPEP vole à morceaux suite au bras de fer entre l'Arabie Saoudite et la Russie qui a entraîné le pétrole vers des niveaux jamais atteints depuis la crise de 2008. Nous avons perdu le lundi dernier 25% des cours de pétrole qui se négocient aujourd'hui aux environs de $30. Et donc, après le pétrole, nous allons au Nigeria, qui est également un leader en matière d'or noir en Afrique. Et on parle du côté du Nigeria de la dépression du Naira. Oui, alors, pour rester juste avant de venir au Nigeria, sur l'Afrique centrale, il y a une étude de la Commission économique africaine qui a dit que les pays perdraient entre 8 et 34% de leur PIB. Et la nation la plus touchée, c'est l'île de Sao Tomé et Principe, qui dépend essentiellement du tourisme et des marchés émetteurs européens. Aujourd'hui, avec donc les décisions d'interdire aux compagnies aériennes de voler, ce pays risque de perdre jusqu'à 34% de son PIB. Un autre pays qui n'est pas touristique, mais surtout pétrolier, comme le Gabon et son voisin immédiat, la Guinée équatoriale, va perdre jusqu'à 18% de leur PIB. Donc, c'est des chiffres extrêmement préoccupants et qui montrent l'ampleur de la double crise coronavirus et pétrole sur les pays de l'Afrique centrale. Quant au Nigeria, poser la question, excusez-moi, quant au Nigeria, le Nigeria, c'est le 8e producteur mondial de pétrole. C'est un pays qui dépend pour plus de 90% des recettes de l'or noir. Donc, le Nigeria est confronté à la crise de plein fouet. Et certainement, il va revoir sa politique, son projet de loi de finances 2020. Et là, je pense que la crise est partie pour tirer au Nigeria. Donc, du côté de la Banque centrale d'Égypte, donc, il y a des mesures qui ont été mises en place pour limiter l'impact du coronavirus. Rappelons aussi que l'Égypte est le pays le plus touché au sein du continent. Alors, revenons avec vous sur les quelques mesures mises en place par la Banque centrale d'Égypte. Oui, effectivement, la Banque centrale d'Égypte a pris des mesures extrêmement courageuses. Elle n'est pas la seule. La Banque de Maurice aussi a pris des mesures analogues. C'est des injections de fonds pour venir en soutien au secteur financier qui lui-même va soutenir le financement de l'économie. Or, le vrai problème de l'Égypte, c'est le tourisme, parce que c'est une nation qui vit essentiellement du tourisme. Et aujourd'hui, avec la baisse drastique des arrivées de touristes au pied des pyramides et dans les hôtels, nous assistons donc à une récession inévitable pour l'Égypte. Et l'Égypte aussi vit d'autres choses. Il vit du transit du pétrole par le canal de Suez. Donc, les milliers de bateaux qui passent chaque année payent des redevances.
Et aujourd'hui, cette manne va sérieusement être touchée par la crise du pétrole. Donc, l'Égypte, tout comme le Nigeria ou les pays de la CEMAC, vont payer aussi un prix très lourd à cette situation pandémique. Revenons sur la fermeture des frontières. Est-ce que l'Afrique devrait imiter les États-Unis d'Amérique qui se sont limités juste à limiter l'accès aux personnes, mais de laisser la libre circulation des biens? Alors, vous savez, Dominique, en proverbe, Paul dit que nous ne pouvons pas avoir les mêmes tresses si nous n'avons pas la même longueur de cheveux. L'Amérique, c'est la grande puissance depuis le début du XXe siècle. Et certainement, c'est la puissance économique numéro un. Donc, l'Amérique peut se permettre de fermer ses frontières, de vivre en autarcie. D'ailleurs, c'est une nation fondée sur ça, sur l'isolationnisme, sur se suffire à soi. Or, l'Afrique, c'est tout à fait l'inverse de l'Amérique. D'abord, c'est 52 pays qui sont unis et qui forment les États-Unis d'Amérique. En Afrique, nous avons 54 pays désunis et qui n'ont ni les mêmes politiques économiques, ni les mêmes politiques fiscales, ni les mêmes politiques sanitaires. Donc, fermer ces frontières nous fragiliserait beaucoup plus. Je pense que l'Afrique devrait pour une fois penser à l'intégration, penser à ouvrir les frontières entre différents pays africains, penser à créer des chaînes de valeur sous-régionales, régionales et continentales, c'est-à-dire à nos mots penser à la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. En parlant de la ZLECA, la Commission économique pour l'Afrique a exhorté les pays africains à accélérer le processus d'opérationnalisation de la ZLECA. Quel impact cette initiative pourrait avoir sur l'économie africaine dans les jours à venir? Oui, alors la ZLECA, c'est à long terme. À court terme, nous devons initier des politiques de relance pour soutenir la demande intérieure, pour soutenir les PME qui emploient plus de 80% des Africains, pour soutenir donc les ménages aussi, puisque vous avez vu que le président Donald Trump a promis un chèque de $1000 pour chaque Américain. Alors, ce n'est plus un tabou. Ça veut dire qu'on peut vraiment soutenir les ménages parce qu'ils sont confinés, parce qu'ils ont des besoins. Et si l'État donne un ménage, l'État ne paie rien puisque l'État va le récupérer sous forme de TVA, sous forme de différentes taxes. Et donc, l'État n'est pas perdant. Avec votre expérience, de l'autre côté, du côté des États-Unis, on parle de 1000 milliards. À votre avis, l'État devrait octroyer à chaque ménage au moins environ combien? Écoutez, ça dépend déjà de chaque pays, de sa capacité et puis de ses objectifs en matière de relance. Dans nos pays, on a quand même des programmes qui ciblent les populations défavorisées. C'est un petit peu, c'est l'inverse de ce que le président américain fait. Là-bas, ce que nous avons jusqu'à présent, c'est les bourses familiales, par exemple ici au Sénégal, c'est de permettre à certaines catégories extrêmement pauvres d'avoir le minimum, le minimum pour faire face à certains besoins. Donc ça, c'est une théorie développée et appliquée au Brésil par l'ancien président Lula da Silva. Donc c'est une approche plutôt socialiste. Mais on le voit bien, en temps de crise, il n'y a plus de socialisme, il n'y a plus de libéralisme, il n'y a que des politiques de relance, efficaces ou non. Et je pense que effectivement, on pourrait d'abord essayer de voir comment aider les PME et les PMI à faire face à leurs charges, comment aider aussi les grandes entreprises à maintenir leur niveau d'employabilité, comment aider donc le secteur privé à garder le moral. Pour finir avec vous, Adama Wade, alors, à votre avis, est-ce que actuellement les gouvernements africains sont pleinement en train de jouer leur rôle de protecteur de l'économie? Vous savez que ces pays se sont démembrés, se sont amputés leurs bras producteurs et leurs bras financiers sur l'autel des programmes de privatisation. Donc, aujourd'hui, nos États n'ont pas les moyens un peu de leur politique, n'ont pas les moyens de grandes relances. Pour des zones spécifiques comme la zone CFA, par exemple, ce sera encore beaucoup plus compliqué
puisque tout est plafonné à l'aune de la gestion des réserves de change. Nous ne pouvons pas recourir à la planche à billets. D'autres pays comme le Ghana et le Nigeria n'ont pas attendu le coronavirus pour le faire. Et je dois dire que ce ne sont pas aussi des politiques efficaces. Donc, bien malin serait celui qui dirait la meilleure politique à appliquer aux économies africaines. Pour finir avec vous, pour clore en fait cette émission consacrée à l'impact du coronavirus au sein du continent africain, à votre avis, que doit faire l'Afrique pour lutter efficacement contre cette pandémie? Alors, moi, je trouve, j'applaudis déjà les mesures prises par nos différents gouvernements. Il faut d'abord sauver les Africains. Donc, les différentes restrictions, fermetures de frontières et confinements sont les bonnes réponses. Les présidents ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés devant les Africains. Maintenant, la deuxième relance, elle est à moyen terme et à long terme, consiste à sauver l'économie parce qu'il ne faut pas sacrifier l'économie, il ne faut pas sacrifier les programmes de relance, les programmes de développement. Il faut garder à l'objectif que nous devons réduire le taux de pauvreté en Afrique. Nous sommes la seule partie au monde où ce taux augmente. Et je suis sûr que après cette première vague de restrictions, d'interdiction de survol des espaces aériens et d'interdiction de vol pour les compagnies aériennes, on passera à une autre étape qui consiste au sauvetage de l'économie. Et c'est là où on attend vraiment les États africains, les institutions africaines. Il y a un travail de coordination à faire et espérons que pour une fois, que ce travail soit mené de façon concertée entre différents pays des différentes régions africaines, des différentes commissions économiques et sociales africaines comme la CEDEAO pour ce qui nous concerne ici en Afrique de l'Ouest ou bien la SADC pour l'Afrique australe. Dans tous les cas, c'est ensemble qu'on pourra relever ce défi, ce double défi sanitaire et économique. Alors, les ménages sont déjà en train de payer le prix lourd. En République démocratique du Congo, il y a déjà une augmentation des denrées alimentaires. À votre avis, à ce niveau, que doit faire l'État pour éviter également que les commerçants en profitent de la situation? Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend de l'État. L'État doit être fort pour réguler l'économie, pour empêcher les abus, pour protéger les citoyens, pour protéger l'intérêt général. Donc, c'est aux États qu'il incombe cette lourde tâche d'éviter à ce que des spéculateurs ne viennent encore aggraver la crise. Mais je pense qu'en RDC, puisque vous l'évoquez, des mesures immédiates ont été prises d'après notre correspondant. Adam Awad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, je vous remercie. Et puis, protégez-vous bien, appliquez les consignes que nos États nous ont fixées. Et puis, je vous invite aussi à répondre au challenge du président Paul Kagame. On a vu que le président Macky Sall a répondu. Donc, allons-y, répondons et envoyons à tous nos followers. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Nous restons au parfum de l'information pour vous mettre à la page en temps et en heure concernant l'évolution de cette épidémie à travers le monde et de l'impact. Et nous vous disons à très bientôt.